D'abord, plaisir d'accueillir Madame Nouria Gorité. Vous êtes la présidente du Conseil d'État vaudois. À côté de Bonjour. vous, bonjour. À côté de vous, sur l'écran, en tout cas, Madame Christine Gabella. Bonjour. Je vois que vous avez le micro qui est encore fermé, mais je vais vous le réactiver. Voilà. Madame Gabella, qui est la déléguée de l'éditeur Théa Média en Suisse romande. Nous avons Bonjour. avec nous également, bonjour, nous avons avec nous également Clara Vimin. Bonjour Madame Vimin. Bonjour. Qui est cofondatrice du Pure Player de République, basé à Zurich, dont on parlera tout à l'heure. Et nous avons Tibert Adler. Tibert Adler, j'active votre micro. Voilà, Tibert Adler, qui est le nouveau directeur général du Temps, qui était depuis ces 2 dernières années, peut-être plus même déjà, le directeur de Heidi News, et qui est donc dans toute cette opération de transformation de la presse. Et puis nous avons Peter Wanner, qui est avec nous aussi, avec lequel on a parlé tout à l'heure assez longuement, le patron d'Adset Median, celui qui va lancer Watson. Et enfin, François Chalère, notre journaliste, ancien rédacteur en chef et directeur de la GFI, à l'esprit toujours critique. Voilà, bonjour, bonjour à tous. Je vais commencer peut-être avec vous, Madame Gorité, si vous le permettez. On voit que le canton de Vaud a été le premier, en tout cas un des premiers, à débloquer une aide à la presse locale, 6,2 millions, si je me trompe, sur 5 ans. Pourquoi vouloir dépenser au fond tant d'argent public pour des entreprises privées? Est-ce que cette aide, vous l'estimez vraiment nécessaire? Alors, tout d'abord, je crois que le canton de Vaud a une théorie qu'il applique en toute chose, c'est que l'État ne peut pas tout, mais l'État ne peut pas rien. Et c'est au nom de cela qu'il a jugé nécessaire d'intervenir dans une aide, non pas à l'entreprise de la presse, mais véritablement à un débat qui nous semble nécessaire dans ce moment. Tout d'abord, celui de constater que dans l'évolution finalement de l'accès à l'information, le caractère de plus en plus virtuel a conduit à un aplatissement des hiérarchies de l'information et qu'il est nécessaire que dans un accès, disons, à l'information, on puisse contribuer à l'établissement des faits. L'établissement des faits, on le voit, dans une démocratie est fondamental, est premier. Et donc, l'existence d'une presse de qualité dont le métier est précisément la vérification des faits et la hiérarchisation de l'information nous semble essentielle. Et deuxièmement, la pluralité des opinions est une condition, n'est-ce pas, à l'exercice de la démocratie. Et donc, au nom de ces deux principes, l'État a considéré qu'il avait la possibilité d'intervenir, voire l'impérative, je dirais, obligation de le faire, parce que l'information, les médias, à notre sens, constituent un bien tutélaire, au même titre que, disons, l'éducation ou la culture, parce qu'ils apportent des externalités qui sont positives. Dans l'exercice d'une démocratie comme on le fait en Suisse, où le citoyen est appelé aux urnes si régulièrement, alors la formation de l'opinion, elle est essentielle pour que l'exercice du droit démocratique puisse se pratiquer dans des bonnes conditions. Et donc, dans ce sens, nous, plus qu'une aide directement à la presse, notre projet prévoit principalement une intervention qui nous semble correspondre à notre mandat constitutionnel, qui est celui d'aider les jeunes à se forger une opinion. Lorsqu'on devient adulte, à 18 ans, on acquiert aussi un droit de vote dans notre pays. Et donc, ce moment de la vie est un moment où l'État peut intervenir. Et c'est principalement, notre projet repose sur un projet plutôt d'aide à la citoyenneté, plus que d'une aide à la presse, qui est de favoriser l'accès des jeunes durant une année, l'année de leur majorité,
à un panel possible d'offres médiatiques pour que ces jeunes prennent l'habitude de deux choses. D'abord, de s'informer auprès d'une presse de qualité et une presse payante. Je crois que c'est ces deux principes qui ont fondé l'action principale de notre gouvernement. Disons, c'est plutôt, on recherche à une éducation aux médias et à une découverte de la pluralité des médias payants. Et puis, par ailleurs, on a aussi développé une aide à l'institution des médias avec la possibilité d'aider à la formation des journalistes. Ça nous semble aussi une tâche possible de l'État. Et puis, enfin, c'est une aide économique indirecte aux médias par une politique d'annonce que nous avons du reste fortement intensifiée durant cette année 2020 avec des aides exceptionnelles liées à la COVID-19. Merci beaucoup pour ce tableau assez complet de l'aide que vous souhaitez apporter indirectement, plus ou moins directement, si j'ose dire, aux médias. Vous avez, excusez-moi justement de vous relancer sur ce point, vous avez l'air presque un peu embarrassé d'aider les médias. Vous dites on aide la société, on aide les institutions, mais ça vous gêne d'aider ces médias en direct? Non, l'aide directe ne me paraît pas, disons, conforme à l'exercice de notre droit constitutionnel parce qu'il y a quand même ce risque de soupçon de vouloir intervenir dans une censure du message, dans un contrôle de l'émetteur et ça, c'est évidemment très éloigné. Je dirais que, je vous donne une anecdote, ce mardi au Grand Conseil vaudois, j'ai dû répondre à une intervention parlementaire d'un député UDC qui demandait qu'au nom de l'aide apportée durant la COVID-19 par une politique d'annonce aux médias, on censure des articles qui avaient fait, disons, qui dressaient tout simplement la question de la fermeture des frontières et de l'accès possible ou non au tourisme d'achat je dirais, au-delà de nos frontières. Et une partie de l'hémicycle... Voilà. Et une partie de l'hémicycle souhaitait évidemment qu'on intervienne pour censurer ce type de message. Ça a été l'occasion pour nous de rappeler le cadre, n'est-ce pas, de l'intervention étatique, qui ne peut pas être une censure ou ni même un canal de propagande de l'État, mais bien une nécessité d'agir pour l'établissement des faits et, comme je l'ai dit tout à l'heure, à favoriser l'émergence d'une éducation des médias, des nouvelles générations pour notre démocratie. Donc, il n'y a pas de gêne, mais il y a la nécessité, oui, de préciser et de cadrer le message de l'État. Merci. On reviendra à la question de l'indépendance tout à l'heure dans la discussion. Là, j'aimerais juste savoir, déjà dans ce premier temps, effectivement, est-ce qu'on a besoin de cette aide de l'État? Et je me tourne vers vous, Madame Gamella. Vous représentez ici le grand groupe de presse, le premier groupe de presse suisse qui est TA Média. TA Média qui, j'ai vérifié cela tout à l'heure, qui en dépit d'une baisse de 25% de ses bénéfices en 2019, a tout de même engrangé 97 millions de francs. Vous avez vraiment besoin d'une aide à la presse? Écoutez, je pense qu'il y a besoin de faire quelque chose. C'est évident maintenant qu'il y a une situation qu'on connaît depuis un certain nombre d'années et que le Covid a accentué, qui est une crise, dans le fond, une crise de branche, une crise structurelle du modèle économique. Et là, si on regarde non pas le passé, car effectivement, il y a eu, la presse a vécu de très belles années, la publicité a connu un âge d'or. Excusez-moi? Encore maintenant, au fond, il y a même de belles années, 2019. 2020. Alors, ce sont des années où, heureusement encore, il y a des recettes publicitaires qui permettent de financer une grande partie de l'activité, mais il faut en être parfaitement lucide de moins en moins. Et si on regarde, dans le fond, pour répondre à votre question, quel est le scénario aujourd'hui? Quelles sont les règles du jeu? C'est trois choses fondamentales. C'est d'abord, évidemment, les recettes publicitaires qui s'effondrent par rapport à ce qu'elles ont été par le passé. Et il faut aussi mettre ça en proportion avec ce que ces recettes publicitaires ont permis de financer comme offre journalistique, en particulier dans une région comme la Suisse romande. Il y a de moins en moins de ressources qui viennent de la publicité. On a aussi une érosion assez durable et assez régulière des abonnements papier, qui sont évidemment une source aussi très importante de revenus. Et en parallèle à ça, et c'est le côté réjouissant, une augmentation assez substantielle, en tout cas pour un groupe comme TA Média, des abonnements digitaux.
Mais il faut le dire, ces abonnements digitaux ne permettent pas de compenser, en tout cas les recettes qu'ils engrangent ne permettent pas du tout de compenser les deux premiers facteurs. Ça, c'est une crise du modèle économique qu'on rencontre partout. Et donc, face à ça, si on veut maintenir une offre au moins équivalente à celle qu'on a pu financer par le passé, parce qu'il y a une vraie attente du public, des institutions par rapport à ce que Mme Gorité a mentionné, un journalisme de qualité, une offre suffisante. On a vécu avec quelque chose de très diversifié, de très qualitatif. Il faut diversifier les sources de revenus. Pendant quelques années, dans le fond, l'activité propre ne va plus permettre de financer ce qu'elle s'est permis de proposer. D'accord. Et un groupe comme Tamedia a besoin de cette aide pour survivre, pour faire vivre ses médias à terme. Oui, alors, je dirais que le Tamedia prend deux chemins qui sont pour nous complémentaires. C'est-à-dire le premier, c'est aussi de réfléchir en interne aux décisions qui doivent être prises pour réduire les coûts et pour faire une analyse réaliste et responsable de ce qui est en train de se passer. Nous avons pris l'option de nous dire, voilà, dans les 3 prochaines années, qu'est-ce qu'on peut faire comme transformation en interne? Où est-ce qu'on peut réduire les coûts pour se donner les moyens de surmonter ce qui est en train de se passer. Mais oui, nous disons aussi chez Tamedia que l'aide de l'État doit être supérieure à ce qu'elle a été par le passé. Disant ça, on ne dit pas encore exactement quel type d'aide à l'État. On y reviendra, ça, ouais. Voilà, j'imagine qu'on y reviendra, mais nous disons les deux et nous pensons que les deux sont complémentaires parce que nous croyons fermement que l'avenir va passer par la diversification la plus importante possible des sources de revenus. Et ça veut dire plus de recettes privées là où c'est possible, mais aussi un soutien de l'État, que ce soit la Confédération ou les cantons, parce que ça va devenir absolument nécessaire, sinon on va devoir faire trop d'économies. Merci beaucoup. Et quand vous parlez réduction des coûts, vous venez effectivement d'annoncer un plan d'économie de hauteur de 70 millions qui commencera à être en vigueur, à se mettre en route l'année prochaine. Tibère Adler, bonjour. Tibère Adler, vous êtes un peu dans l'ombre là, mais on vous distingue, mais c'est peut-être votre destin d'être un homme de l'ombre. Vous avez disparu quelque temps, vous revenez aujourd'hui en force avec à la tête du Temps, directeur général. Vous avez relancé ID News avec votre collègue Serge Michel. Aujourd'hui, vous avez en fait cette double casquette, un petit pure player, un, disons, grand média traditionnel roman, pour lequel vous voulez de l'aide. Pour les deux, vous prenez quoi, vous? Et surtout que, excusez-moi, mais on vient de mentionner le fait que vous avez été repris par Aventinus, une fondation solide qui vous assure des moyens pendant passablement d'années. Est-ce que vous avez besoin d'une aide à la presse? Oui, bonjour, merci de l'invitation. Je dirais que la réflexion sur une possible aide publique aux médias ou à la presse, pour nous, Le Temps et ID News, là c'est la même philosophie déjà, elle s'inscrit dans une vue assez panoramique. C'est que le bien public protégé, quand on parle de la presse, c'est la diversité des opinions. Et puis on pense aussi que les médias, dans le fond, font partie de la culture au sens large. Quand on réfléchit au financement de la culture, en tout cas certains grands événements culturels, on constate qu'il y a presque toujours 3 sources de financement qui seraient impossibles de pousser la culture, de promouvoir la culture sans ces 3 sources. La première, c'est le financement privé. Si vous prenez les festivals, la musique classique à Lucerne, le festival de Montreux, c'est la billetterie, c'est le sponsoring commercial. Le deuxième, c'est du mécénat, c'est du soutien philanthropique, des fondations. Il y a des fondations engagées dans la culture pour soutenir ces projets. Et parfois, pas toujours, du financement public qui peut être du subvention ou de la mise à disposition de bâtiments, etc. Donc, pourquoi ne pas reproduire, en tout cas depuis le début ID News et pour le Temps, c'est aussi la philosophie, on s'est dit, il faut penser en tout cas aux 2 premiers piliers. Et les revenus privés, c'est avant tout l'abonnement numérique plutôt pour le futur, l'abonnement encore à la version imprimée du journal pour un média comme Le Temps, bien entendu. C'est la publicité, mais on sait que sa part va aller en déclinant dans la part des revenus total d'un média dans le futur. Et puis, ce sont, appelons ça, des sponsoring, des partenaires commerciaux avec des entreprises. Ça, c'est le pilier privé. Certains font le choix de ne vivre que du privé. Ce sera effectivement difficile pour certains médias de ne continuer qu'avec ce pilier de financement. Le deuxième, il a déjà été ouvert, c'est le mécénat, c'est les fondations, c'est la philanthropie. Il est intéressant que ce n'est pas un hasard si c'est une fondation elle-même d'utilité publique, Aventinus qui reprend des médias, donc on entre dans ce monde-là beaucoup plus clairement encore. C'est aussi l'occasion de faire soutenir des médias ou des projets médias, aussi des projets spécifiques, des initiatives par des mécènes ou des fondations. Il faut des règles claires, mais là on peut s'inspirer par d'autres exemples tels que les compléments de financement de la recherche
universitaires et aux écoles en Suisse, hein, où là, on part d'une base de premier pilier public, et puis on a trouvé des compléments de financement privé pour des laboratoires, pour des programmes de recherche, voilà, avec évidemment des défis de transparence, d'autonomie, d'indépendance, mais qui se posent en termes un peu analogues pour la presse et les médias. C'est tout à fait possible de financer cela. Donc, 2 piliers, privé, philanthropique, et puis à mon sens, l'aide publique, c'est vraiment un 3e pilier éventuel. Alors, s'il doit exister, et ça semble quand même en bonne voie au Parlement, alors clairement, je suis partisan qu'il profite à tous les types de médias. Ça aurait été totalement injuste d'exclure les médias en ligne de ce programme-là parce qu'eux aussi contribuent à la diversité des opinions. Donc, si le bien public a défendu la diversité, on ne peut pas se concentrer uniquement sur des médias imprimés papier ou audiovisuels à l'ancienne. Il faut que les médias dits en ligne soient aussi dans ces paquets-là. À mon sens, ça n'est qu'un complément aux 2 premiers piliers. Et la mission à ce moment-là du financement public, c'est un enrichissement, une garantie, un enrichissement à la diversité de l'offre, un complément. Mais si ce 3e pilier public est existentiel pour le média, il est quand même très, très mal barré. Donc voilà la philosophie dans laquelle nous nous inscrivons. Merci beaucoup, Tim Adler. Je me tourne vers vous, Madame Clara Vimin. Vous êtes la cofondatrice de République. République, c'est un pure player, un site d'information sur Internet qui existe, je crois, depuis 2 ans maintenant. Vous êtes basé à Zurich, 3 ans, pardon. Vous êtes basé à Zurich, je vais vous allumer le micro par ailleurs, quand même. Et puis, vous êtes, on pourrait se dire que vous avez typiquement besoin de l'aide publique, de l'aide de l'État. En même temps, votre nouvelle entreprise média, eh bien, elle marche bien. Vous avez des abonnés, 26 000, je crois en tout, vous me corrigerez, et vous avez atteint ce qu'on appelle le break-even. Donc, est-ce que vous avez vraiment besoin de cet argent? Est-ce que vous en avez vraiment envie de cet argent de l'État pour un petit site indépendant comme le vôtre? Merci beaucoup. Oui, en effet, nous, en ce moment, on n'en a pas besoin. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui va porter l'avenir. Si on en aurait besoin à un autre moment, je ne peux pas dire. Il y a des événements assez unclairs qui se passent dans ce marché. Mais il faut aussi dire que nous, on est le projet indépendant, on est le seul nouveau acteur grand indépendant qui arrive à survivre dans ce marché en ce moment. Et puis, si on parle de la pluralité de la presse en Suisse, c'est clair que la République n'est pas la solution pour la Suisse. C'est une petite contribution à la solution. Il faut aussi dire que nous, on agit dans le marché le sous-marché le plus grand, on est en Suisse alémanique, c'est 5 millions de personnes. En Romandie, on parle d'eux. Et puis en plus, on ne fait pas cette information de base qui coûte très cher, ça on ne fait pas. Et puis aussi, oui, on n'agit pas dans le régional, parce qu'il y a aussi des marchés plus petits qui coûtent plus cher pour produire de l'information pour un marché plus petit. Comment vous définissez la ligne de République éditoriale? Parce que beaucoup de gens ne la connaissent pas ici. En 2 mots, juste. En 2 mots. C'est des informations de qualité, surtout réflexion, analyse et recherche sur les grands thèmes de notre temps. D'accord. Je vous laisse poursuivre, excusez-moi. Oui, non, alors, je pense que j'ai répondu à votre question. Nous, en ce moment, en tant qu'entreprise, on n'en a pas besoin, mais je trouve que ça serait une grande faute d'en déduire qu'on n'en a pas besoin pour le marché, pour la société suisse, une aide plus ample pour la presse du côté de l'État. Merci. Monsieur Vanner, je reviens vers vous. Les grands éditeurs, pendant longtemps, ont toujours, disons, regardé l'aide directe avec beaucoup de méfiance. Aujourd'hui, ils s'ouvrent à cette aide directe. Comment vous expliquez ce changement? Tout à coup, ce qui était un peu malvenu hier, aujourd'hui est devenu nécessaire. Comment est-ce que vous voyez les choses, Monsieur Vanner? Je vous laisse réagir. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. On avait des réserves vis-à-vis d'une aide directe pendant longtemps. Et maintenant, ça a changé un petit peu parce que la crise est tellement grave pour les médias qu'on a changé un peu notre opinion. Tout de même,
il faut bien voir ce qui est prévu dans la loi pour les médias en ligne, c'est une aide directe. Et ça, c'est dangereux. Tandis que l'aide pour la presse écrite, c'est vraiment une aide indirecte. Et je trouve ça beaucoup meilleur, beaucoup mieux. Mais tout de même, c'est un compromis politique entre la gauche et les libéraux et la droite dans le Parlement. La gauche dit nous voulons une loi pour les médias en ligne. Les éditeurs disent oui, mais nous voulons surtout la distribution matinale qui manque jusqu'à maintenant. Monsieur le directeur de la CTT, non, le directeur de l'Ofcom l'a dit, Bernard Meissen, ça manque jusqu'à maintenant. À l'exemple de CH Media, je peux dire, nous n'avons pas reçu vraiment une aide de la Poste parce que 90% de nos journaux sont distribués le matin parce que les gens veulent lire leur journal le matin. C'est pourquoi c'est un très haut, c'est très haut pourcentage de distribution le matin. Et c'est pourquoi nous aimerions avoir cette aide indirecte, distribution nationale. Et ça signifierait que les journaux ont une plus longue durée de vie. On prolonge l'existence des journaux avec cette aide. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux investir beaucoup plus dans le online plutôt que d'essayer de prolonger juste la durée de vie de futures morts? Oui, c'est une bonne question, mais je pense s'il y a plus de journaux, on réalise ce qui nous manque. Alors, c'est vraiment un manque. Il n'y a que online, alors je ne sais pas si ça suffit. Parce que les journaux, ils attribuent vraiment aussi une grande partie au service public. C'est la profondeur, l'orientation par les journaux qui est très importante. Je pense surtout aussi, la vieille génération aime les journaux et ils veulent, tous ces gens veulent lire les journaux par écrit et pas sur le numérique. Mais tout de même, c'est pourquoi tout de même, on est maintenant d'accord qu'il faut aussi une aide aux médias digitaux, mais cette aide devrait être un peu différemment. C'était aux médias digitaux, excusez-moi, M. Vanner, je vous relance juste là-dessus avant de passer la parole à François Chalère, mais cette aide aux médias digitaux, vous avez tenté de la reporter, vous, TA Média, parce que vous avez voulu favoriser l'aide aux médias imprimés d'abord. Pourquoi avoir fait ce coup de force pendant l'été, tenter ce coup de force pendant l'été? C'est maintenant une question à moi? Oui. Non, c'est ce qui est prévu dans la loi aide aux médias en ligne. Ce qui est prévu, c'est vraiment c'est une répartition des moyens qu'on ne peut pas accepter, à mon avis. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Oui, d'accord. C'est vraiment, là, il faut en discuter. Et c'est aussi la commission, la CTT, qui a dit il faut faire ça autrement. D'accord. François Chalère, je vous ai gardé pour la fin de ce premier tour. Alors, si je caricature peut-être un peu, vous êtes donc journaliste, ancien rédacteur en chef, et si je caricature un peu votre position, vous préférez mourir en grand indépendant plutôt que d'accepter l'aide de l'État. Je trivialise, mais est-ce que c'est juste fondamentalement? Non, vous trivialisez largement. Évidemment. Bon, j'adhère en grande partie à ce qui a été dit précédemment. En particulier, je trouve que la politique du Conseil d'État vaudois et de l'État de Vaud et l'analyse que Nouria Gorité a fait de cette politique, je la trouve assez convaincante. Là, on parle d'aide directe à la presse et on parle
principalement d'aide aux entreprises. Mais cela dit, j'aimerais prendre un peu de recul et dans le fond, je ne m'étonne pas qu'il y ait tant de difficultés à Berne à orienter le débat sur l'aide directe à la presse, sur l'aide à la presse, parce que, à vrai dire, on n'a pas l'impression on n'a pas encore l'impression qu'il y a une grande urgence, Covid mis à part. Nous avons vécu en Suisse dans une bulle médiatique pendant des décennies et encore aujourd'hui. Mais grande urgence, il y a quand même plusieurs morts, si j'ose dire. Oui. Le nombre de quotidiens a été divisé par 2 en 20 ans. Le nombre de journalistes inscrits à Impressum, pour prendre un critère transparent, a diminué d'1 tiers sur 20 ans, tout à fait. Mais nous sommes encore dans une situation relativement comparable sur le plan de l'information, quantitativement et qualitativement. Si on fait des comparaisons avec la France au hasard, puisque nous sommes en Suisse romande, le nombre de journalistes et le nombre de quotidiens, le nombre de médias en général, payants ou gratuits, est incomparablement beaucoup plus élevé que dans une région comme Lyon, l'agglomération lyonnaise. J'ai regardé aussi, j'ai essayé de me faire une idée avec l'agglomération de Marseille. Ce sont des démographies comparables. Et puis, nous sommes en tout cas 1 tiers plus élevé en matière de médias et de journalistes, de nombre de journalistes. Nous avons en Suisse romande 1400 journalistes à Impressum. Il y a 4000 journalistes inscrits à Impressum, donc il y en a plus en réalité. Mais qu'est-ce que vous suggérez par là? Est-ce qu'il faut les attendre avant de fournir une aide ou qu'est-ce qu'il faut faire? Pardon? Qu'est-ce que vous suggérez par là? Est-ce qu'il faut attendre avant de fournir une aide? Je pense qu'il faut attendre avant de prendre des mesures comparables à ce qui se fait, par exemple, dans le domaine culturel, pour reprendre ce que disait Tibert Adler, qui est une bonne analyse, cela dit, mais enfin, en plus, il y a un manque de visibilité tout à fait, pas inquiétant, mais enfin, il y a un manque de visibilité dans cette transformation structurelle. Et puis, alors, permettez-moi de vous dire que je n'ai pas l'impression, et je ne suis pas le seul, je pense qu'au Parlement, on n'a pas cette impression-là non plus, que la démocratie est en danger. La démocratie n'a jamais été aussi vivante, aussi animée. Il y a en Suisse plus de 8 millions de défenseurs et de gardiens de la démocratie, que ce soit la gauche populiste, la gauche plus institutionnelle, la droite libérale, la droite populiste, tout le monde se réclame de la démocratie et tout le monde est très pointilleux sur le bon fonctionnement de la démocratie. Et évidemment que les médias en font partie, mais je crois que... D'accord. Je crois qu'en Suisse, on n'a pas ce sentiment d'urgence. Peut-être que ça viendra un jour et je n'ai pas de religion définitivement d'arrêter dans ce domaine. Merci François Schaller. Alors vous parlez du bon fonctionnement de la démocratie. Ça me permet la transition vers la question de l'indépendance des médias. Est-ce qu'elle est remise en cause par cette aide publique à la presse? Évidemment que l'indépendance est le garant du bon fonctionnement de la démocratie. Et là, je me tourne vers vous, Madame Gorité. Dans l'aide que vous offrez à la presse, donc en tant que vous, si j'ai bien lu, vous souhaitez aussi soutenir ou payer en fait le salaire d'un journaliste d'agence qui couvre le canton de Vaud, la politique vaudoise. Est-ce que là, le risque que ce journaliste qui est payé en fait par l'État n'est pas une entrave à l'indépendance de l'agence et de ce journaliste? Est-ce que vous ne voyez pas ça avec un peu d'inquiétude? Alors, j'apporte une nuance à ce que vous venez d'exprimer. C'est moins caricatural. La réflexion du Conseil d'État était la suivante. Lorsque l'ATS a subi une profonde restructuration, il y a eu, disons, l'émergence d'une préoccupation. La préoccupation d'une diminution de la couverture par l'ATS d'un certain nombre de champs
politiques, juridiques, culturelles, qui intéressent pourtant les citoyennes et les citoyens de nos cantons respectifs. Et donc, cette crainte, elle a fait émerger finalement en creux l'utilité d'avoir une agence qui fournisse de l'information, notamment aux petits titres. Parce qu'ici, j'entends beaucoup qu'il est question des grands groupes, et je me réjouis disons, de leur existence, mais il ne faut pas occulter le fait qu'en tout cas dans notre canton, il y a toute une série de petites publications, des titres plus régionaux, plus locaux, qui n'ont pas les moyens d'avoir des journalistes qui vont couvrir, par exemple, l'actualité judiciaire. C'est une actualité importante, qui ne peuvent pas dépêcher des journalistes à l'ensemble des séances du Grand Conseil vaudois. Or, il se traite beaucoup de sujets qui intéressent l'ensemble des régions du canton. Bref, de la même manière sur la politique culturelle. Et donc, l'existence d'une agence de presse locale qui fournisse de l'information objectivé, traité, hiérarchisé, vérifié, à un certain nombre de titres qui ensuite l'utilisent ou non, avec une orientation, disons, rédactionnelle qui leur resterait propre, et quelque chose qui a été, je dirais, identifié comme nécessaire et indispensable, pas seulement par le Conseil d'État vaudois, mais par l'ensemble notamment des petits titres, par exemple, qui viennent de se regrouper autour de vos presses. Et l'idée étant ici que ce ne soit pas l'État qui définisse le cahier des charges de cette mission, mais bien les journaux eux-mêmes qui définiraient au travers d'un contrat avec une mission, avec un cahier des charges, quels sont les besoins de ces petits titres si l'ATS devait ne plus pouvoir être en mesure de remplir son obligation. Et dans ce sens, l'idée, c'est que l'État passerait un contrat de prestation avec l'ATS, c'est pas avec le journaliste, c'est quand même toute la nuance. L'État de Vaud n'entend en aucune manière être l'employeur d'un quelconque journaliste, mais véritablement de reprendre les préoccupations qui seraient exprimées par le milieu lui-même. Et puis d'autre part, de soumettre ça à une condition, c'est des abonnements, je dirais, qui seraient plus intéressants sur le plan économique pour ces petits journaux, parce qu'il nous a aussi été relayé le fait que l'abonnement ATS peut représenter une charge relativement importante pour des petits titres. Et donc, dans ce sens, l'idée est d'avoir une contrepartie financière intéressante pour des journaux plus locaux. Et disons, nous, dans notre approche du Conseil d'État, encore une fois, c'est pas, on est très attaché à ce que M. Meissen disait tout à l'heure, hein, c'est vraiment la garantie de cette mission constitutionnelle de garantir l'indépendance des médias. Et nous sommes toutes et tous dépositaires de la Constitution et nous devons agir non pas en direction d'une orientation politique, mais véritablement de pouvoir fournir la matière pour qu'ensuite les rédactions fassent leur travail libre est garantie par notre Constitution. L'ATS qui est d'ailleurs aussi au centre des efforts de la Confédération, puisqu'il s'agit de l'aider par le biais du soutien fédéral. Tibor Adler, le temps, évidemment, veut se distinguer, tient beaucoup à son indépendance. ID News, certainement également. Pourtant, vous utilisez, vous déjà, dans ID News en tout cas, des budgets qui sont ciblés sur certaines thématiques. Et c'est aussi une façon d'orienter finalement l'approche d'un média. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème? Et si l'État en plus vient ajouter sa couche d'aide avec ses conditions, est-ce qu'on n'arrive pas à des médias qui sont le jouet de quelques financiers, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs? Ah, attendez, je vous rallume le micro. Pardon. Voilà, merci de la question. Je ne pouvais pas allumer moi-même le micro. Voilà, c'est bon. Oui, la deuxième partie, donc quand on est dans des partenariats, y compris des mécènes et autres, il faut évidemment des règles et il faut, à mon avis, de la transparence sur ce qui se fait. J'ai pris l'exemple de l'analogie avec la recherche universitaire qui a aussi donné lieu parfois à des débats, des controverses, des polémiques. Je pense qu'on peut les régler en transparence avec une garantie d'autonomie du résultat. Pour prendre un exemple
que je connais, désolé de tomber dans la casuistique. À ID News, nous avons tout un programme de vidéos de vulgarisation scientifique qui a été financé par 3 grandes fondations scientifiques alémaniques, dont un des objectifs statutaires est d'encourager le goût pour la science chez les jeunes. Voilà. Donc nous n'y voyons aucune compromission avec notre propre autonomie rédactionnelle. Et puis ces fondations-là estiment qu'une des manières d'implémenter leur but statutaire, de l'encourager, de le développer, c'est aussi de développer la communication. Voilà un des exemples. Sur l'aide publique, bien sûr que je ne suis pas non plus un grand fan comme Peter Vanner de l'aide directe. Pendant longtemps, j'étais éditeur avec une prise d'influence sur le contenu. Maintenant, il y a beaucoup de moyens aussi de financer des médias sans du tout créer un lien direct avec le contenu. Par exemple, quand sur les médias en ligne, il suffit d'imaginer qu'on finance des coûts technologiques ou d'infrastructures pour créer une construction intellectuelle tout à fait similaire à celle qui existe et qui ne pose pas de problème pour les médias imprimés ou en finance leur distribution logistique et par la poste. Il y a une mesure je m'étonne qu'elle ne soit pas plus prônée, elle est tellement simple. On parle de subvention, donc base légale, donc grande discussion parlementaire. Mais pourquoi est-ce que les collectivités publiques n'achètent pas des abonnements payants en masse, tout simplement aux médias qui les rendent payants? J'aime bien la touche du canton de Vaud qui veut favoriser par l'abonnement pour des jeunes. De nouveau, une construction que nous avons faite casuistiquement pour un média, c'est de rendre l'abonnement pour des jeunes de moins de 26 ans un abonnement numérique gratuit. En fait, cette gratuité est financée par un mécène qui dit « ma cause, c'est d'encourager l'accès des jeunes à un média, de créer un lien, qui puisse se créer un compte, mais c'est financé non pas par le jeune lui-même, mais par un tiers qui dit « c'est ma cause, je veux la soutenir ». Donc voilà une mesure très simple sur laquelle il n'y a aucune prise sur le contenu et qui s'intégrerait très bien dans le modèle d'affaires de médias numériques pour de l'abonnement numérique, par exemple. Merci. Clara Vimin, je rallume aussi votre micro. Voilà. Clara Vimin, vous avez eu un débat au sein de République pour savoir si vous pouviez accepter ou non l'aide de l'État. Comment voyez-vous les choses au fond? Pourquoi craindre à ce point le fil à la patte que représente l'aide de l'État? Est-ce que c'est vraiment un risque? Ça dépend, comme tous les autres l'ont dit, ça dépend beaucoup de comment c'est construit. D'abord, pour nous, on n'a pas encore eu ce débat. On a dit que pour nous, l'indépendance est tellement importante et c'est tellement fondamental à notre concept qu'on est uniquement jusqu'à maintenant financé par nos lecteurs que si une aide de l'État viendrait, dont on pourrait profiter, comme M. Maassen a dit, on ne sait pas où on est exactement en ce moment, on devrait discuter ça avec nos abonnés et avec nos membres qui, jusqu'à présent, nous financent uniquement s'ils le veulent ou ne le veulent pas. Moi, personnellement, je suis assez convaincue que ça ne poserait aucun problème d'accepter une aide comme l'Ofcom le propose en ce moment parce qu'il est très parallèle à l'aide qu'on a actuellement, à l'aide de la Poste pour les journaux imprimés. Cette aide, elle est aussi, comme M. Maassen a dit dans sa présentation, de cette aide profitent uniquement des médias payants, des médias abonnés, et aussi en fonction du chiffre d'affaires qu'ils font dans le marché des lecteurs. Alors, l'aide qui est proposée actuellement par l'Ofcom et le Conseil fédéral est, à mon avis, ne pose pas vraiment un risque de dépendance car on l'a testé dans le domaine imprimé pendant une longue période maintenant et puis on a vu que ça ne pose aucun problème. Du coup, je ne suis pas tout à fait sûre. Je ne comprends pas vraiment le débat sur l'indépendance là et pourquoi on appelle ça. Je sais pourquoi on l'appelle direct, mais je ne vois pas, par rapport à l'indépendance, je ne vois pas de grande différence entre les subventions des taxes postales pour les journaux imprimés et une subvention dans le domaine digital pour les journaux qui arrivent à vendre des abonnements auprès d'un public. Excusez-moi, j'aimerais faire réagir François Chalère sur ce point. D'accord avec ça, François Chalère, au fond, ce n'est pas très différent l'aide indirecte à la distribution ou l'aide directe pour un site Internet. Oui, je suis assez d'accord. Ce n'est pas très différent. C'est quand même un peu différent, mais ce n'est pas très différent. Et puis,
par rapport à l'indépendance, soyons clairs, aucun média n'est complètement indépendant. Tous les médias dépendent par leur financement de quelqu'un, d'institutions, etc. Et puis, les médias dépendent de leur public et c'est aussi une dépendance. Et je crois que le meilleur moyen d'assurer de l'indépendance, entre guillemets, globale, c'est-à-dire une diversité des médias, c'est d'assurer une diversité des modèles économiques. Et en ce sens, j'ai été ravi d'apprendre ce que faisait la fondation Aventinus, l'idée d'une fondation que j'ai toujours défendue. J'ai toujours pensé qu'il fallait des fondations en plus des associations, des coopératives. On peut parler de Coop et Migros qui ont des hebdomadaires à grand tirage. C'est un peu particulier, mais ce sont des coopératives. Il y a les modèles économiques traditionnels, les familles d'imprimeurs, et puis il y a l'État, et l'État donne déjà énormément dans la SSR. L'État est un facteur de diversité important dont on ne peut pas se passer. J'étais très opposé à l'initiative Nobilag en ce sens. Donc, la Suisse romande a un problème de taille critique s'agissant peut-être de médias qui ne dépendent d'aucune institution et éventuellement d'aucun mécène. Je pense que la Suisse alémanique a une taille suffisante. On a vraiment l'impression que la Suisse romande a un problème par rapport à ça. En revanche, la Suisse romande a beaucoup de moyens. En général, c'est une petite province très prospère et très riche, avec des grandes fortunes. Donc, qu'il y ait des actions de mécénat par le biais de fondations, ce qui est toujours beaucoup mieux qu'en direct, et pourquoi pas des fondations ou des associations qui rassemblent le plus grand nombre de donateurs possible, ce qui les plus diversifiés aussi, ce qui assure la plus grande indépendance. Voilà. Je rêverais par exemple que Aventinus ait beaucoup plus de contributeurs et permette ce luxe d'avoir en Suisse romande un quotidien haut de gamme. On peut appeler ça de qualité, mais je trouve que ce terme est assez ambigu. En tout cas, un quotidien haut de gamme, papier, peut-être dans la durée. Mais François Chalère, on vous sent venir sur la piste de la redevance, là, non? Une redevance pour les médias privés? Une redevance pour la presse, au même titre que la SSR? Non, je pense que non, il faut pas non plus. Je ne suis pas sûr qu'une hybridation avec de l'argent public dans tous les médias soit une bonne chose du point de vue de la diversité des médias et du point de vue de l'indépendance entre guillemets globale. Merci beaucoup. Il y a encore évidemment énormément de questions. On arrive progressivement déjà malheureusement au terme bientôt de ces discussions, mais j'enjoins ceux qui sur Zoom veulent poser des questions en direct à lever la main électronique en bas à droite après avoir appuyé sur chat. Donc c'est assez simple, ça marche bien. Et puis je me tourne aussi vers Jessica pour savoir s'il y a eu des questions via justement le chat. Jessica? Oui, alors on a eu plusieurs questions. On a notamment une question de Bertrand Tapelet qui parle de la situation des journalistes indépendants qui ne toucheraient qu'entre 600 à 1500 francs par mois. Après 2 confinements, c'est compliqué d'arriver à finir son mois. Est-ce qu'une aide directe ne devrait pas être justement réorientée aussi pour ces journalistes indépendants? Question précise. Qui est-ce qui souhaite répondre? Peut-être M. Vanner. Est-ce que sur ce point, vous pouvez nous répondre? Oui, je pense que la loi pour les médias digitaux est conçue d'une manière que c'est prévu aider une aide aux journalistes et les petits médias. Et là, c'est possible qu'un blogueur, par exemple, peut recevoir une aide. Madame Gabella, est-ce que pour vous, c'est une option d'aider directement
les journalistes plutôt que d'aider les médias. C'est aussi une façon de faire. Et je pense qu'on peut réfléchir à effectivement différentes manières de soutenir le journalisme et les journalistes. Je crois que ce qui est très fondamental dans le débat d'aujourd'hui, c'est de voir quel est le projet qui est sur la table, en particulier à Berne, et qu'est-ce qu'on peut en faire pour qu'il bénéficie au plus grand nombre. Parce que oui, il y a quand même urgence. Moi, j'aimerais revenir là-dessus. Il y a urgence pour tout le monde, mais pour certains éditeurs de taille plus petite, on le voit bien dans les associations d'éditeurs, elle est vitale. Et bien sûr que la situation des journalistes libres, elle se péjore, on le sait, elle devient de plus en plus difficile. Mais c'est vrai aussi que parmi les modèles d'aide qui existent, certains maintenant concrètement vont permettre de régler un certain nombre de problèmes, pas tous évidemment. Il faut savoir que l'aide aux médias en ligne, elle permet aussi à des nouveaux acteurs, à des startups d'émerger, mais il faut être très prudent là-dessus aussi. Elle est calculée sur le chiffre d'affaires digital. Donc il faut faire un chiffre d'affaires, il faut faire des investissements, il faut trouver un lectorat, il faut que ce lectorat paye sous une forme ou sous une autre. Et tout ça, ça nécessite des investissements. Et une des critiques justement qui est faite, non pas au principe de l'aide aux médias en ligne, c'est très important, mais au modèle qui existe aujourd'hui, c'est qu'on aimerait qu'il soit le plus incitatif pour l'innovation, qu'il soit le plus moderne. Et nous pouvons témoigner des investissements qui doivent être faits pour avoir une offre digitale solide, pour aller chercher les lecteurs sur les nouvelles plateformes. Et c'est vrai que pour les indépendants, pour les journalistes, c'est un vrai défi et je pense que est-ce qu'il faudrait que ces personnes-là soient aussi soutenues dans leur activité? Oui, mais le modèle tel qu'il existe aujourd'hui et qui est un modèle de branche qui doit bénéficier, comme ça a été dit, au plus grand nombre, ça va être encore un petit peu compliqué de voir comment on peut faire le lien entre les deux, si ce n'est d'avoir des médias qu'on dit aujourd'hui traditionnels ou des nouveaux acteurs les plus solides possibles et que ces médias-là puissent engager et continuer à faire travailler des libres aux meilleures conditions possibles. Donc, les entreprises sont encore le lieu qui permet de proposer du travail dans les meilleures conditions possibles aux journalistes, de faire leur travail. Et je crois qu'opposer les grands et les petits, les journalistes et les éditeurs, ça me semble, on est à un stade d'urgence où c'est beaucoup trop tard de rentrer dans ce débat-là. Il faut qu'on en sorte avec un système le plus solide et le plus durable possible. Merci. Autre question, Jessica? Une question qui va un petit peu dans le sens finalement de la discussion. On a parlé d'aide directe, mais finalement aussi on a dans cette complexité de définir comment cette aide devrait être directe, on a aussi soulevé la nécessité d'élargir les aides indirectes. Et puis Olivier Beau nous parle et nous dit: le plus simple ne serait-il pas le retour des annonces des établissements publics dans la presse, et poursuivre aussi Madame Gorit, et des prises d'abonnement pour les jeunes citoyens. Donc, on va vraiment dans cette idée justement d'essayer d'élargir ce champ des aides indirectes et d'explorer peut-être cette voie-là face à cette complexité justement de l'aide directe et de ses modalités. Madame Gorité, peut-être là-dessus, rapidement, les annonces de l'État dans les journaux, finalement. Ça fait clairement partie de notre plan, hein, nous l'avons dit. Notre plan, il est comme un prisme. Au fond, il ne s'agit pas d'avoir une seule mesure en direction d'un seul média. Il s'agit de construire une politique publique d'aide à la formation de l'opinion. C'est de ça dont nous avons parlé dans notre projet, qui comprend justement un volet très important d'augmentation, d'insertion d'annonces publicitaires dans tous les médias, y compris les radios et les radios privées, par exemple. Mais le cœur de notre projet, c'est vraiment la réalisation d'un kiosque numérique, vraiment d'aider les éditeurs, les journaux à construire un kiosque numérique dans lequel, c'est important de le dire, et je rejoins en cela ce qui a été tout à l'heure dit par François Longchamp. Au fond, on doit vraiment aider ces journaux à conquérir les nouvelles générations. Il s'agit évidemment dans un projet de digitalisation, pas de transposer le journal papier en journal numérique, parce qu'on sait d'expérience que ça ne séduit plus forcément les nouvelles générations. Et puis alors à l'inverse, ce qu'on sait aussi, et le Conseil d'État aimerait tordre le cou à cette affirmation, c'est que les jeunes, contrairement à ce qui est affirmé, ils sont d'accord de payer pour des contenus qui les intéressent. On dit toujours les jeunes ne payent plus, c'est pas vrai. Aujourd'hui, Spotify, quand il y a quelque chose qui les intéresse, ils payent. Netflix, quand ça les intéresse, ils payent. Moi, j'ai la conviction que des journaux en ligne qui les intéressent, les jeunes s'abonnent. Je vois Madame Villemin qui hoche de la tête, et oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être une des aides de l'État pourrait être celle-ci,
ici, c'est de favoriser l'émergence de plateformes numériques qui puissent finalement être accessibles à l'ensemble des publications. Et l'État doit avoir ce rôle de facilitateur, de rapprocher les générations avec les contenus. Et puis d'autre part, notre projet, il a un autre volet dont j'aimerais parler. C'est aussi un volet de campagne d'abonnement massif dans les écoles, dans tous les lieux de formation, avec des projets pédagogiques pour accompagner finalement les jeunes dans une approche plus holistique de leurs connaissances, et que finalement les médias qui font des travaux de recherche, il y a des publications extraordinaires, eh bien, que les jeunes acquièrent ce réflexe finalement de s'informer aussi dans une presse d'actualité quand ils doivent faire des travaux de recherche, quand ils doivent approfondir des connaissances. Et finalement, le média est un lieu de débat. Et je crois que l'école, la formation, est un moment où justement on doit forger la culture du débat plus fortement encore. Voilà, et donc nous avons une logique plus large avec un programme qui n'est pas unidirectionnel. Et si vous me permettez un mot sur la question des indépendants, parce que c'est important de dire qu'à mon avis, cette crise, elle a fait émerger des précarités très importantes qui dépassent largement le champ du journalisme. Il y a toute une série d'indépendants qui se retrouvent aujourd'hui, soit que ce soit des vrais indépendants, soit qu'on a vu émerger des faux indépendants, qui sont les grands oubliés, on va dire, de notre couverture sociale. Et je pense que ce n'est pas au travers de l'aide aux médias qu'on doit résoudre ce problème, mais véritablement d'inventer rapidement des nouvelles assurances de couverture sociale pour venir en aide à ces indépendants, parce que les crises sont devant nous. Merci beaucoup, Madame Gorité. J'aimerais juste poser une dernière question à Bernard Meissen, s'il nous entend. Oui. Oui, vous nous entendez. Je réactive votre caméra. Monsieur Meissen, on vient de voir là le programme de ce qui se fait déjà dans le canton de Vaud que propose Madame Gorité, qui est en train d'être mise en œuvre. Mais comment se fait-il que la Confédération soit à ce point en retard par rapport à ce qui se fait dans les cantons? Pourquoi c'est si compliqué à la Confédération et que c'est possible dans les cantons? Bon, c'est toujours un peu plus compliqué dans la Confédération que dans le canton parce que les structures sont un peu plus lourdes. Mais non, il faut vraiment dire, nous soutenons toutes les choses qui se passent vraiment dans les cantons. Et surtout ce que Mme Gorité a dit, la formation sur les connaissances des médias, ça tombe clairement dans le champ des cantons. Là, la Confédération ne peut rien faire. Alors, on cherche vraiment de trouver un bon chemin où il y a le soutien par la Confédération et le soutien par les cantons qui s'ajoutent, où on peut peut-être aussi agir plus vite, où on peut réagir plus spécifiquement sur la situation d'un canton qui n'est pas tout à fait comparable avec des autres cantons. Alors là, la Confédération doit vraiment avoir en vue le total de la Suisse, de toutes les régions. On ne veut pas des aires médiatiques, mais les cantons sont capables de réagir plus vite s'ils veulent. On voit maintenant dans quelques cantons, le canton de Vaud, ils ont avancé très vite. Au Saint-Gall, ils discutent, ça fait des ans, des années et des années, ils n'ont pas réussi. Au canton de Berne, on commence à discuter. Alors, je ne crois pas que ça va beaucoup plus vite dans tous les cantons, mais on espère. Très bien. Voilà, je crois que malheureusement, on va devoir arrêter là. J'aurais souhaité vous poser encore beaucoup de questions, notamment sur la façon de distribuer cette aide. Et merci beaucoup à vous toutes, à vous tous, Madame Gorité, présidente du Conseil d'État vaudois, Madame Gabella, éditeur délégué de TA Média en Suisse romande, Monsieur Peter Vanner, patron d'Adset Medion et qui lance Watson, François Chalère, de journaliste, ancien directeur de presse, Clara Vimin, la cofondatrice de République à Zurich, Tibер Adler, le nouveau patron du Temps et de ID News. Et je crois que je n'ai oublié personne. Et M. Meissen qui nous a suivis encore dans ce débat. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre contribution à éclaircir un peu le champ de cette aide publique, favorable ou non. Il n'y a pas de solution simple, c'est évident. Pourtant, il en faut une assez rapidement. Je crois que tout le monde a l'air assez d'accord là-dessus.